Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle des 10 livres que j'attends le plus en 2025. Donc j'ai sélectionné 10 parutions parmi tout ce qui sort en 2025 qui a déjà été annoncé. Et c'est les 10 livres qui me tentent le plus que je vais probablement acheter dès leur sortie. Donc c'est parti. Je suis désolée, on est revenu à l'ancien décor, mais là il fait beaucoup trop sombre pour que je filme dans la chambre. Du coup c'est pour ça qu'on a ce fond qui est un petit peu moins sympa quand même. Mais voilà. J'ai tous les livres directement sur mon téléphone pour avoir les résumés, parce que l'objectif c'est quand même que je vous explique pourquoi chaque livre me plaît, et c'est généralement en raison de son résumé. Il n'y a pas d'ordre particulier, c'est-à-dire que je les ai pas classés par date, je les ai juste mis en fonction de le premier qui me venait en tête. Le premier, c'est le nouveau Rachel Gillig. Vous allez voir que généralement, c'est des auteurs, en fait, c'est quasiment tous des auteurs que j'ai déjà lus parce que c'est justement parce que j'ai aimé certains de leurs livres que j'ai décidé de mettre ceci dans ma liste. Mais donc celui-ci, c'est le nouveau Rachel Gillig, celle qui a écrit One Dark Window. Et il s'appelle The Night and the Moth, il sort le 20 mai et le résumé est incroyable, franchement ça a l'air génial. Un petit peu encore une fois dans la vibe de One Dark Window avec un univers qui a l'air assez sombre mais je sens que je vais adorer. C'est écrit, Sibylle Deling a passé 9 ans à rêver de ne pas avoir de rêve du tout. Comme les autres filles trouvées qui ont échangé une décennie de service contre une maison dans la grande cathédrale, Sibylle est une devin. Dans ses rêves, elle reçoit des visions de 6 personnages surnaturels connus sous le nom d'Omen. Grâce à eux, elle peut prédire des choses terribles avant qu'elles ne se produisent, et les seigneurs et les gens ordinaires voyagent à travers le royaume des landes balayées par les vents de Trôme pour connaître leur avenir grâce à ses rêves. Alors qu'elle et ses sœurs devins approchent de la fin de leur service, un mystérieux chevalier arrive à la cathédrale. Impoli, hérétique et diablement beau, le chevalier Roderick n'a aucun respect pour les visions de Sibylle. Mais lorsque les autres devins commencent à disparaître une par une, elle n'a d'autre choix que de demander son aide pour les retrouver, car le monde extérieur au cloître de la cathédrale est rempli de périls. Seuls les dieux ont les réponses qu'elle cherche, et même si elle préfère éviter les yeux sombres et la langue acérée de Roderick, seul un hérétique peut vaincre un dieu. Ça a l'air trop bien, franchement c'est clairement ma vibe, je suis trop contente. J'ai vraiment hâte d'être en mai. De toute façon, mai, juin, juillet, toute la période ensuite estivale, c'est là où il y a le plus de livres qui me tentent. Donc je pense que mon budget va y passer à cette période. Ensuite, celui-ci, je vous en ai déjà parlé, c'est le tout nouveau Emily Henry. Il sort le 22 avril et il s'appelle Great Big Beautiful Life. Et c'est totalement le genre d'Emily Henry que j'aime bien puisqu'on y suit deux auteurs qui vont se retrouver en compétition. Alice Scott est une éternelle optimiste qui rêve encore de sa grande percée dans l'écriture. Hayden Anderson est lauréat du prix Pulitzer et ils sont tous les deux sur la douce petite île du Croissant pour la même raison. Écrire la biographie d'une femme que personne n'a vue depuis des années, ou du moins rencontrer l'octogénaire qui prétend être la Margaret Ive. Héritière tragique, ancienne princesse des tabloïds et fille de l'une des familles les plus célèbres et scandaleuses du XXe siècle. Lorsque Margaret les invite tous les deux pour une période d'essai d'1 mois, après quoi elle choisira la personne qui racontera son histoire, 3 choses maintiennent Alice dans le jeu. Premièrement, Alice aime vraiment les gens, ce qui signifie que les gens aiment généralement Alice, et elle a 1 mois entier pour conquérir la femme légendaire. 2. Elle est prête pour ce travail et la chance d'impressionner sa famille, toujours peu impressionnée, avec une publication sérieuse. Troisième, Hayden Anderson, qui ne devrait avoir aucune raison de s'inquiéter de rater ce projet, lui lance un regard noir, ce qui suggère qu'il la considère comme une concurrente. Mais le problème est que Margaret ne fait que donner à chacun d'eux des fragments de son histoire, des pièces qui ne peuvent pas s'échanger en raison d'une NDA à toute épreuve et d'un désir gênant qui palpite entre eux à chaque fois qu'ils sont dans la même pièce. Et il devient tout à fait clair que leur histoire, tout comme celle que raconte Margaret, pourrait être un mystère, une tragédie ou une balade amoureuse, selon celui qui la raconte. Ça a l'air trop bien. J'adore, je sens la tension dans le résumé déjà. Le prochain, c'est le nouveau V. Schwab et on a un résumé très court, mais qui me donne une vibe incroyable pour cette lecture. C'est Bury Our Bone in the Midnight Soil. Il sort le 10 juin et le résumé nous dit Saint-Domingue de la Casalda, 1532. Londres, 1837. Boston, 2019. 3 jeunes femmes, leurs corps plantés dans le même sol, leurs histoires s'enchevêtrant comme des racines. L'une pousse en hauteur, l'autre en profondeur, et l'autre devient sauvage. Et tous ont des dents. Alors, j'étais obligée de vous le traduire, mais ça sonne quand même un petit peu mieux en anglais. Mais franchement, je sens que ça va être une lecture, mais moi j'adore ce genre de livre par V. Schwab, c'est vraiment la vibe que j'aime profondément, donc j'ai trop hâte, et je manifeste de réussir à avoir une épreuve non corrigée de ce livre avant sa sortie, parce que je veux pas attendre le 10 juin. Après, on a le nouveau R.F. Kuang, qui a l'air phénoménal aussi. J'ai relu tous les résumés ce matin et je me suis rappelé à quel point j'avais trop envie de les découvrir. Celui-ci sort le 26 août et le résumé nous dit Catabasis, nom grec ancien. L'histoire de la descente d'un héros aux enfers. Alice Lowe n'a jamais eu qu'un seul objectif, devenir l'un des esprits les plus brillants dans le domaine de la magie. Elle a tout sacrifié pour en faire une réalité. Sa fierté, sa santé,
sa vie amoureuse et bien sûr sa santé mentale. Tout cela pour travailler avec le professeur Jacob Grimes de Cambridge, le plus grand magicien du monde. Jusqu'à ce qu'il meure dans un accident magique qui pourrait éventuellement être de sa faute. Grimes est maintenant en enfer et elle le poursuit, parce que sa recommandation tire son avenir entre ses mains, désormais incorporelles, et que même la mort n'arrêtera pas la poursuite de ses rêves. Le fait que son rival Peter Murdoch soit parvenu à la même conclusion ne le sera pas non plus. Avec rien d'autre que les contes d'Orphée et de Dante pour les guider, assez de craie pour dessiner les pentagrammes nécessaires à leur sort, et le désir ardent de donner un sens à tous les traumatismes académiques, ils partent à travers l'enfer pour sauver un homme qu'ils n'apprécient même pas. Mais l'enfer n'est pas comme le disent les livres d'histoire, la magie n'est pas toujours la réponse, et il y a quelque chose dans le passé d'Alice et de Peter qui pourrait en faire des alliés parfaits, ou les conduire à leur perte. Ça a l'air incroyable, j'adore RF Kwang, donc autant vous dire que ça pareil, achat instantané. 2025 va être l'année où je vais être pauvre, je pense. On a aussi un nouveau Taylor Jenkins Reid qui sort le 3 juin qui s'appelle Atmosphère. Et pareil, le résumé donne trop envie. C'est écrit qu'on y suit l'histoire de la professeure de physique John Goodwin alors qu'elle tente de devenir l'une des premières femmes à rejoindre le programme de navette spatiale de la NASA. Au milieu de sa formation, John tomba amoureuse d'une autre recrue. Lorsqu'un incident terrifiant survenu lors de la mission STS-LR-39 met en jeu la vie de ses collègues, y compris celle de son amour, John doit trouver un moyen de ramener l'équipage à la maison, sain et sauf. Taylor Jenkins Reid, j'aime trop, je vous l'ai dit, c'est une des autrices de fiction qui a ce côté ultra réaliste, ultra vivant dans chacun de ses récits, donc j'ai beaucoup trop hâte de découvrir celui-ci. En même temps, j'ai hâte de tous les découvrir. Bon, celui-ci, c'est pas une surprise, ça fait plusieurs fois que je vous en parle aussi. On a le nouveau Hunger Games, tout le monde est au courant, je pense, mais j'étais obligée de le mettre dans la liste parce que je l'attends comme tout le monde avec beaucoup d'impatience. Il sort le 18 mars, il s'appelle Sunrise on the Reaping, et le résumé nous dit « À l'aube du 50e Hunger Games annuel, la peur s'empare des quartiers de Panem. Cette année, en l'honneur du Quarter Quell, 2 fois plus de tribus seront retirées de leur foyer. De retour dans le district 12, Haymitch Abernathy essaye de ne pas trop réfléchir à ses chances. Tout ce qui l'intéresse, c'est de passer la journée et d'être avec la fille qu'il aime. Lorsque le nom d'Haymitch est prononcé, il peut sentir tous ses rêves se briser. Il est arraché à sa famille et à son amour, transporté au Capitole avec les 3 autres tribus du district 12. Une jeune amie, qui est presque sa sœur, une parieuse compulsive et la fille la plus coincée de la ville. Alors que les jeux commencent, Haymitch comprend qu'il est voué à l'échec. Mais il y a quelque chose en lui qui veut se battre, et que ce combat se répercute bien au-delà de la reine mortelle. Ça a l'air trop bien, et je ne doute pas qu'elle arrive à garder toute l'attention au fil du récit, même si on sait déjà, pour ceux qui connaissent l'univers d'Hunger Games, ce qui va se passer dans la conclusion de ce Hunger Games. Ensuite, on a une deuxième romance. Qu'est-ce qui m'arrive? Le nouveau Ashley Poston qui s'appelle Sounds Like Love, qui sort le 17 juin, et pareil, le résumé a l'air très cool, j'espère que je vais autant aimer que The Dead Romantics. C'est écrit, Johnny Lark vit son rêve. Elle est l'une des auteurs-compositrices les plus convoitées de Los Angeles, et elle n'arrive pas à écrire. Il y a un vide en elle, et rien ne semble le combler. Lorsqu'elle retourne dans sa ville natale de Vienna Shores, en Caroline du Nord, elle espère que le sable, le surf et les concerts à The Revelry, la salle de concert de sa famille, susciteront son inspiration. Mais quand elle arrive, rien n'est plus comme elle l'a laissé. Sa meilleure amie l'évite et les souvenirs de sa mère s'effacent rapidement, et The Revelry ferme. Comment peut-elle penser à écrire sa prochaine chanson alors que tout change sans elle? Jusqu'à ce qu'elle l'entende. Une mélodie dans sa tête, sans parole et à moitié formée, et la voix séduisante et addictive qui va avec, appartenant apparemment à un musicien ironique avec ses propres traumas. Il est sûrement le produit de son imagination surmenée. Mais ensuite, l'homme bien réel attaché à la voix apparaît à Vienna Shores. Il est agaçant et bourru, rien à voir avec la voix douce et drôle dans la tête de Johnny, et il a un plan. Ils termineront ensemble cette chanson qui les hante, puis se sépareront et espéreront ne pas risquer leur cœur dans le processus. Parce que cette chanson restait coincée dans leur tête, peut-être qu'elle est là pour une raison. J'adore, ça a l'air trop bien. Ensuite, je voulais un livre un petit peu à suspense avec des enjeux à mettre dans cette liste et donc j'ai choisi The Manor of Dreams de Christina Lee qui sort le 6 mai et qui a l'air trop bien aussi. C'est écrit « On dit que ce que vous ne savez pas ne peut pas vous faire du mal, mais le silence peut être mortel. » Vivian Yin est morte. Première actrice chinoise à remporter un Oscar, l'ingénue pionnière est devenue célèbre dans les années 80 pour ensuite disparaître des projecteurs au sommet de sa carrière et vivre le reste de sa vie en recluse. Aujourd'hui, les membres restants de sa famille sont réunis pour la lecture de son testament et ses filles espèrent hériter du grand et vaste domaine de jardin de Vivian en Caroline du Sud. Mais en raison d'un changement de dernière minute dans le testament, la maison est transmise à une autre famille qui est soudainement revenue après des décennies d'éloignement. Dans l'espoir de revendiquer leurs droits, les 2 familles emménagent dans le manoir. Au milieu du chagrin et de la paranoïa des retrouvailles malheureuses des familles, les filles de Vivian se précipitent pour reconstituer ce qui s'est passé au cours des dernières semaines de la vie de leur mère, pour se rendre compte qu'elles sont hantées par quelque chose de bien plus sinistre et vengeur que leurs regrets.
Après tant d'années de silence, les familles vont-elles enfin affronter la douloureuse vérité sur le dernier été fatidique qu'elles ont passé dans cette maison, ou vont-elles s'accrocher à leurs secrets jusqu'à ce qu'il soit trop tard? J'adore, il y a une vibe un petit peu, j'ai vu que ça disait un mélange de les 7 morts d'Evelyn Hardcastle mélangé avec Mexican Gothic, je crois que c'était, et il y a un petit peu une vibe de Knives Out, j'ai envie de dire. À couteau tiré, je crois que c'est en français. Donc on verra, mais en tout cas, je suis très intriguée. Le suivant, c'est le prochain Emilia Hart. Emilia Hart, elle a écrit La Maison au sortilège que j'avais adoré. Et là, on a un nouveau livre avec des dual timelines, donc des doubles temporalités. Ça se passe en 2019. Lucy se réveille dans la chambre de son ex-amant en pleine nuit, ses mains autour de sa gorge. Donc c'est elle, de ce que j'ai compris en traduisant, hein, qui est en train de l'étrangler lui. Horrifiée, elle s'enfuit vers la maison de sa sœur sur la côte de New South Wales, dans l'espoir que Jess puisse l'aider à expliquer les rêves qui ont précédé l'attaque, mais sa sœur a disparu. Alors que Lucy attend son retour, elle commence à déterrer d'étranges rumeurs sur la ville de Jess, des histoires de nombreux hommes disparus, étalés sur des décennies, un bébé abandonné dans une grotte balayée par la mer, des chuchotements de voix de femmes dans les vagues. Pendant ce temps, ses rêves commencent à se rapprocher plus que jamais. En 1800, Marie et Elisa sont arrachées à leur foyer aimant en Irlande et forcées d'embarquer sur un navire à destination de l'Australie. À mesure que le bateau les emmène de plus en plus loin de tout ce qu'elles connaissent, elles commencent à remarquer des changements inexplicables dans leur corps. J'adore, ça n'en dit pas trop, mais c'est extrêmement intriguant. Et le dernier, je vous en ai déjà parlé, mais je suis obligée de le mettre, c'est un nouveau thriller de John Marrs qui s'appelle You Killed Me First. Il sort le 4 mars, et le résumé nous dit « Nous sommes le 5 novembre et une femme se réveille dans un cauchemar. Ligotée et bâillonnée, elle est coincée au cœur d'un immense feu de joie. À mesure que la fumée s'épaissit, la panique s'installe. Elle est sur le point d'être engloutie par les flammes. Comment en est-elle arrivée là ? Retour en arrière de 11 mois, Margot est une star de télévision et son amie Anna, qui souffre depuis longtemps, regarde la glamour Liv et sa famille impeccable emménager dans leur rue. Les trois femmes fabriquent bientôt le parfait semblant d'amitié, mais chacune recèle son propre secret mortel, et la nouvelle venue Liv sent que quelque chose ne va pas sous les extérieurs polis. Alors que les fissures se creusent dans le vernis de la perfection et que les mensonges deviennent incontrôlables, la tension s'enflamme, la nuit du feu de joie approche et quelqu'un est sur le point de brûler. Mais qui sera-ce ? Pareil, ça a l'air génial. Donc voilà pour les 10 livres que je voulais vous présenter. Autant vous dire que voilà, je vais pas mal dépenser, je pense, en 2025. Mais je suis contente parce qu'il y a beaucoup de livres qui me font envie. Et donc je me dis que ça peut être une très bonne année de lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que j'ai mentionné qui vous intéressent aussi. Et puis à me dire quels sont les livres prévus pour 2025 qui vous intéressent, qui sont sur votre radar. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.